La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Check. Contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Rotate. Bonsoir de 200, Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Door 8401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Il est là en dessous là. Salut Mathieu. Salut Seb. Comment est-ce que tu vas bien? Eh ben écoute, très bien. Très bien. Très bien. Écoute, Oui, c'est oui. parfait. Je suis bien content d'être là ce soir. J'avais envie de te demander des nouvelles de ton genou. Ah écoute, mon genou te remercie, il se porte de mieux en mieux. Parce que Et, la France entière se le demande. Hein. Tout le monde est en arrêt. Il y a J'entends rien qui me posait d'ailleurs la question. Il me disait au fait, Mathieu, comment va son genou? Ah ben, c'est très gentil à lui de s'en soucier et il va tellement bien que j'en ai même repris le travail. Ah bah Aujourd'hui écoute, même. c'est parfait tout Voilà. ça. De bonnes nouvelles. Oui, c'est une excellente nouvelle. Oui, tout va bien. Bon, parfait. Merci d'être là, Mathieu. Merci à vous aussi d'être connectés. J'ai vu Julot, j'ai vu pas mal de gens. On a eu quelques petits soucis techniques qui sont en cours de résolution avec notre invité. Voilà, il y a des petites connexions qu'on est en train de mettre en place qui sont en cours de finalisation. C'est pour ça qu'on a quelques petites minutes de retard. On s'en excuse, mais en tout cas, on est ravis de vous avoir pour une chouette émission encore dans la zone aéro. On a salué donc la modération. J'ai cru voir Julot, j'ai vu Philémon aussi qui est là. Il y a notre ami J'entends rien qui est connecté, bravo à lui, pour une fois qu'il est là mercredi, ça se fête. J'ai vu Fingergold04, Lolo Radar, Andrew6913 qui sont connectés, soyez les bienvenus. Et puis évidemment, Mathieu qui est là aussi, donc tout le monde est pareil. Voilà, je suis là évidemment, nous dit Julot, bien sûr. Parfait. C'est super. Ouais. Ah, je crois qu'on a retrouvé, je vois des connexions qui apparaissent, qui disparaissent, donc on va retrouver notre ami Pierre tout à l'heure si tout va bien. Ouais, ça se déconnecte, ça revient, ça repart. Je pense qu'il est en train de faire des tests, notre ami Pierre. Bah écoute, ah oui, il y a J'entends rien qui pose cette question. Il dit est-ce qu'il y a du nouveau du côté IFR? Je pense que c'est pour toi. Hein. Ah, alors, c'est un peu vague comme question. Est-ce que, Bah, en est-ce même que temps, il notre connaît ami- rien, donc il pose des questions qu'il peut, notre ami Jean. Ah bah c'est Jean. Ah. Oh, non, et puis, il a retenu l'acronyme, ce qui est déjà pas mal. Hein. Eh bien oui et non. En tout cas, l'IFR devient quelque chose qui se prête à la météo du moment. Voilà. Il fait Et, pourri. il fait pas beau, les nuages sont là, donc l'IFR est de plus en plus présent avec toutes ses joies et puis évidemment tous ces risques. Mais on fera une émission s'il le faut avec un grand plaisir sur l'IFR. Ouais, mais d'ailleurs, il demande s'il y a des cartes compréhensibles. Parce que lui, il a Toujours focus sur les cartes. Ah non, les cartes n'ont pas changé. C'est la même chose. On y reviendra, on en reparlera de tout ça. On en rediscutera. Bien, bah écoutez les amis, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de déposer le plan de vol de l'émission, de quoi allons-nous parler ce soir, vous le savez déjà un petit peu, mais ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel, donc on envoie l'avion en papier. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Allez, le plan de vol de l'émission qui va apparaître ici. Brrr, hop, il est là. Actualité du terminal dans un instant. Je vous en ai préparé ce soir. C'est vrai que la dernière fois, l'émission était tellement riche avec nos amis Rémi et Daniel que on aurait dû faire encore une demi-heure, voire une heure d'émission en plus. On s'est dit, on ne va pas exagérer. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait sauter l'actualité du terminal. Mais il y en a ce soir.
Donc je crois qu'il y a 4 ou 5 petites actus, petites nouvelles à vous partager, bonnes ou un peu moins bonnes, voilà. Et puis ensuite, c'est la séquence Un expert à la radio, puisque c'est notre ami Pierre Buffet, qui sera avec nous tout à l'heure en direct, d'ici, on va dire, une petite vingtaine de minutes. Et l'idée, ça va être de discuter avec lui de la voie de l'aérien. Quelles sont les occupations et les entraînements, si on peut dire. Il y a les pilotes qui s'entraînent, mais peut-être que les commentateurs aussi s'entraînent. Et donc l'idée, ça va être de discuter avec lui, de voir un petit peu comment est-ce qu'il prépare tout ça. Puisque vous l'avez peut-être entendu, notre ami Pierre, du côté du Bourget. Voilà, donc on en reparlera. Et je crois qu'il y a mon téléphone qui sonne. Si c'est Pierre qui m'appelle, malheureusement, en direct, ça va être compliqué de répondre. Donc, de connexion, effectivement. De quoi ? Pierre a des petits problèmes de connexion. Ah, c'est peut-être pour ça. Il est possible que ce soit lui qui t'appelle. Ok, ça marche. Oui, mais là, c'est compliqué d'être là et là-bas. Donc, on essaiera de récupérer Pierre tout à l'heure pour discuter justement commentaires de meeting et de salon. Ah, je crois que je l'ai vu revenir, donc on le voit. Par contre, peut-être qu'on l'entend pas. On va essayer de régler ça juste après. Et puis, fin d'émission, fort aux questions, remise de gaz, on en discutera. Et on vous parlera aussi du programme des 2 derniers mercredis du mois de novembre, avant de vous parler du programme du mois de décembre qui est déjà bouclé. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, si vous avez des questions, évidemment, des réactions avec nos invités, etc., n'hésitez pas à les mettre ici à droite, à gauche dans le chat. Voilà, le chat vous est ouvert, on est aussi là pour l'interactivité, donc n'hésitez pas. Quelque chose à rajouter, Mathieu, c'est bon ? Eh ben, écoute, c'est parfait, ce petit programme me plaît beaucoup et allons-y. Eh bien c'est parti, tout de suite, c'est l'actu du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et on est parti normalement pour l'actu du terminal, voilà, qui s'affiche. Elle est où la petite caméra que je ne vois plus? Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Les aléas du direct, ouais, c'est un petit peu ça, hein, avec les connexions et des fois c'est un petit peu capricieux, mais bon, on essaie de faire avec. On va commencer par partir du côté de Boston. Pourquoi? Puisque le 25 octobre dernier, il y a un vol de Lufthansa qui reliait Chicago à Francfort, qui a dû être dérouté vers Boston après qu'un passager de 28 ans a agressé 2 adolescents avec, tenez-vous bien, une fourchette métallique. L'homme a blessé 2 jeunes gens de 17 ans avant d'adopter un comportement plutôt violent et assez incohérent, s'en prenant d'ailleurs à d'autres passagers et également un membre d'équipage. Donc l'incident a provoqué un vent de panique à bord du Boeing 747-800 de Lufthansa, où se trouvaient notamment des lycéens de Strasbourg qui étaient en voyage scolaire. L'équipage est parvenu à maîtriser l'agresseur avant d'effectuer un atterrissage d'urgence à Boston où cet individu a été arrêté par la police fédérale et les passagers français, choqués mais heureusement indemnes, ont pu rentrer en France 3 jours plus tard. Cet épisode, évidemment, relance le débat sur la sécurité des vols et la gestion des passagers violents. Comment est-ce qu'on peut les maîtriser en l'air? C'est un phénomène en hausse depuis la pandémie Covid-19, selon la FAA. Et Lufthansa a rappelé que, évidemment, pour elle, comme d'autres compagnies, la sécurité reste sa priorité absolue. Mais bon, est-ce qu'on aurait pu penser qu'on puisse se faire agresser dans un avion avec une fourchette? Je ne suis pas certain. Connaît-on les motivations de ce jeune homme? Il ne le précise pas. Ou en tout cas, il l'a peut-être dit aux autorités, mais ça n'a pas été remonté. Bon. Ou peut-être il avait faim, il voulait manger de l'étudiant. Je ne sais pas. Oui, mais c'est une motivation. Voilà, c'est comme une autre, écoutez. Bon, on continue. Alors évidemment, vous remarquerez que ce n'est pas un 747, l'illustration. C'est juste pour illustrer Lufthansa. Oui. Voilà, parce qu'ils vont dire, ouais, ils n'ont pas mis de photo de 747. Ils connaissent rien. C'est Lufthansa. C'est pour le logo qui est à l'arrière. Voilà. Allez, on continue avec cette nouvelle. Alors, on n'en a pas parlé à la dernière émission, mais vous en avez sûrement entendu parler de ce crash à Louisville. Cet avion cargo de type McDonnell Douglas 11F, un MD-11F,
qui opérait pour la compagnie UPS, qui transportait du fret, qui s'est écrasé le 4 novembre 2025, peu après son décollage de Louisville dans le Kentucky, ce qui a provoqué, vous avez vu, des images assez terribles, un incendie majeur, et le bilan, provisoire ou final maintenant, parce qu'on s'approche quand même du déroulement, il y a eu au moins 12 morts, selon les autorités locales. Et selon les premières constatations, c'est le moteur gauche qui se serait détaché de l'avion au décollage, entraînant la perte de contrôle de l'appareil juste avant son impact dans la zone industrielle voisine. Les autorités locales ont décrété l'état d'urgence, alors que les secours tentent toujours d'identifier les victimes et de sécuriser le périmètre. Les boîtes noires, elles ont été récupérées, les enregistreurs de vol, et ils vont être analysés évidemment par le NTSB, l'équivalent du BEA français aux États-Unis, qui enquête sur une possible défaillance mécanique du pylône moteur. Donc peut-être que ça serait ça qui se serait détaché ou qui aurait subi une avarie, ce qui aurait provoqué le détachement du moteur. Et on sait bien qu'une dissymétrie de la poussée au décollage, ça ne pardonne pas, malheureusement. Et il me semble bien qu'ils ont cloué au sol tous les avions du même type en attendant la fin de l'enquête. Ce qui paraît logique et cohérent. C'est sage. Ouais. C'est sage. Et oui. Voilà, l'avion, alors il faut savoir que cet avion, c'est plus un avion de première jeunesse, puisqu'il a plus de 30 ans. Il faut savoir aussi que les avions qui sont utilisés pour le fret, la plupart du temps, ont déjà eu une première vie dans le transport de passagers, et qu'après, on les reconvertit, on les utilise un petit peu plus pour le fret. Il avait déjà cumulé des dizaines de milliers d'heures de vol. Cependant, ce type d'incident, à savoir la séparation complète d'un moteur, c'est quelque chose qui est jugé comme exceptionnel, et d'une gravité extrême, on l'a vu, on l'a compris, quand on voit les résultats et puis l'impact que ça a. Le trafic, lui, a repris progressivement sur l'aéroport Mohamed Ali, qui est un pivot logistique majeur pour le fret aérien mondial. Il y a même des points d'attente qui sont au nom des différentes compagnies. Voici, c'était le bilan, un petit peu le bilan provisoire de ce crash du côté de Louisville, ce MD-11 qui s'est écrasé il y a quelques jours. Assez impressionnant d'ailleurs les images. Ah oui, dramatique et impressionnant, ouais. Voilà, si vous avez des réactions, dites-le. Je crois que Lolo Radar parle de l'atterrissage de 3 alpha-jets de la PAF avant le décollage, de quoi? Un jump seat et l'atterrissage de 3 alpha-jets de la PAF avant le décollage. Mais de quoi on parle? Je crois que j'ai dû rater des morceaux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir. Bon, bref. On continue. On va partir du côté de chez United. Ah, je répondais à Céleste. Ah ben, ils sont en train de discuter avec Céleste. Ok. Ah bon, on va pas les déranger alors. Parlez bien. Pas de prison pour une cuite, j'ai envie de dire. Rappelez-vous, on en eut parlé dans cette émission d'un agent de bord de United Airlines qui a échappé à la prison après avoir été surpris ivre lors d'un vol entre San Francisco et Londres le 17 octobre dernier. Il a été découvert à bord avec une petite bouteille de vodka. Il présentait quand même un taux d'alcoolémie qui était 10 fois supérieur à la limite autorisée. Beaucoup. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et il a été évidemment pris en charge à son arrivée sur l'aéroport de London Heathrow. Et il a ensuite comparu devant la justice britannique qui lui infligeait une amende et imposait des conditions strictes au lieu d'une peine de prison. C'est ce qu'ils ont préféré faire. L'incident rappelle la rigueur des règles qui sont imposées aux équipages. On le rappelle, interdit de toute consommation d'alcool dans les 8 heures qui précèdent un vol. C'est la législation et c'est comme ça, on ne peut pas y déroger. United Airlines a réaffirmé que la sécurité des passagers et du personnel reste sa priorité. On a déjà entendu ça du côté de l'Allemagne, tout en condamnant fermement tout comportement contraire à ses obligations professionnelles. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des contrôles avant de rentrer dans l'avion. Seulement 8 heures avant, oui. Alors, souvent, on considère les pilotes parlent, tu peux donc arriver bourré. Ben non, tu peux pas arriver bourré. On dit 8 heures avant, mais si tu arrives avec une alcoolémie positive, ça va pas passer.
Donc C'est il faudra plus. proportionnel à ce que tu as bu avant. Si effectivement tu as bu un verre, ça sera 8 heures. Oui. Si tu as bu une bouteille, tu peux considérer que c'est le double minimum. Ouais. Hein, voilà, de toute façon, c'est alcool zéro. Hein. Et il y a des tests, qui sont faits dans les cockpits, un peu à la manière d'un contrôle de gendarmerie sur la route, de manière inopinée. On peut avoir la BGTA qui débarque et qui va faire souffler tout le monde, dépistage toxico également. Enfin, c'est très contrôlé et c'est évidemment tolérance zéro. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a notre ami Jean, regardez, il sert à quelque chose puisqu'il nous envoie une photo du Boeing 747 voilà. Merci Jean. Sauf que, si vous regardez bien, c'est l'ancien logo. Et c'est pas grave, on accepte les photos de 1930 de Jean. Oui, c'est le bon avion. Alors avec Voilà. les deux, on a quelque chose qui tient la route. C'est ça. On continue avec cette nouvelle là qui est tombée il n'y a pas très longtemps, puisque la European Business Aviation Association, le BAA France, puisqu'il y a des divisions un peu partout, qui tire la sonnette d'alarme face à l'impact, vous savez, de la fiscalité jugée excessive sur l'aviation d'affaires. Vous vous souvenez, on a parlé des taxes qui sont mises en place depuis mars dernier, une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qu'on appelle la TSBA, qui frappe assez durement le secteur de l'aviation d'affaires. Puisque, alors, il faut savoir, pour avoir un ordre d'idée, que par passager, elle est fixée entre 210 et 420 euros par passager pour des vols de moins de 2000 km, d'une part, et jusqu'à 2100 euros par passager pour des vols plus longs, les vols long courriers. Cette taxe provoque, par effet boomerang, j'ai envie de dire, un recul inédit de l'activité des opérateurs français, puisque l'aviation d'affaires française a perdu depuis le mois de mars 21,8%, notamment sur la période du troisième trimestre. Et dans le même temps, des opérateurs étrangers, eux, enregistrent une hausse de 4%. Voilà. Donc nous, boum, et eux, tout va bien. C'est 4% de croissance. Bon. L'association donc, dénonce une écologie punitive qui fragilise un maillon stratégique de l'économie aéronautique nationale, quand on sait aussi que des sociétés comme Dassault vendent des jets d'affaires un peu partout. C'est tirer un peu une balle dans le pied, mais j'ai l'impression qu'on devient spécialiste un petit peu de tout ça. Et on est déjà confronté à une concurrence internationale accrue. Il y a de plus en plus de constructeurs, de plus en plus de fabricants. Donc c'est dommage de se tirer encore une fois une balle dans le pied. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais... Alors, il me semble que ça ne s'applique pas qu'à l'aviation d'affaires, hein, c'est sur les billets d'avion des gens à destination de la France également, si je ne me trompe pas. Et j'ai cru entendre que ça en avait un peu dissuadé certains du coup de venir en France et que ça se répercute également du coup sur le tourisme. Oui, parce que là, il parle de 2100 euros pour des vols longs. Quand même, 2100, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Alors, je ne sais pas si c'est... tu dis que c'est par passager, toi. Moi, alors, les infos que j'ai, c'est 210 de 210 à 420 euros par passager pour des vols en aviation d'affaires de moins de 2000 km. Et on passe à 2100 par passager pour des vols qui sont plus longs que 2000 km. Et oui, et donc réfléchissons bien aux conséquences que peuvent avoir des taxes qui, même si dans un état, dans l'immédiat, effectivement, peuvent rapporter de l'argent, mais il y a des conséquences qui derrière aussi peuvent être négatives et notamment peut-être dissuader certains de venir tout simplement. De venir, et puis même de vendre des avions, parce que du coup, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Oui. Voilà. Ensuite, dernière petite news, vous le savez, on aime bien de temps en temps faire un petit retour en arrière sur l'histoire, la belle histoire de l'aviation, et ça va faire le lien avec notre invité de ce soir, avec Pierre. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du Bourget, un 12 novembre dans l'histoire de l'aviation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, on va se reporter au 9 octobre 1914. On est en pleine bataille de la Marne. Il y a un capitaine qui s'appelle Désiré Lucas qui va choisir la commune du Bourget pour y installer son escadrille, ce qui marque la naissance du futur site aéronautique majeur du même nom, donc le futur aéroport du Bourget. Et dès 1919, l'aérodrome devient le premier aéroport civil de Paris, puis le premier de France qui va être doté d'une piste en béton, qui va être praticable. L'avantage, c'est par tous les temps. Le Bourget s'impose donc rapidement comme
un des berceaux des plus grands exploits de l'aviation. On se rappelle l'arrivée triomphale de Charles Lindbergh après sa traversée de l'Atlantique en 1927, le vol Paris-New York de Coste et Bellont en 1930, ou encore celui de Mermoz depuis l'Amérique du Sud en 1933. Et cette même année, la compagnie Air France y voit le jour, elle démarre là-bas, ce qui scelle un rôle historique et le rôle historique du Bourget dans l'essor de l'aviation française. Le 12 novembre 1937, donc je vous laisse faire le calcul, hein, aujourd'hui même, on va dire, hein, mais voilà, est inauguré en grande pompe le premier aérogare civil de la région parisienne, à seulement 7 km au nord de Paris, et il est aujourd'hui toujours opérationnel, principalement connu à la fois pour son secteur assez orienté aviation d'affaires, et aussi pour le salon du Bourget, tous les 2 ans, et le musée de l'air et de l'espace du même nom, avec des avions historiques. Donc voilà, vous vous rendez compte, c'était le 12 novembre 1937, premier aérogare au Bourget, et finalement ça n'a pas tant changé que ça, hein, quand on regarde bien. C'était hier, hein. Ouais, un lointain hier. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été, enfin, qui m'a toujours sidéré, la vitesse à laquelle s'est développée entre l'homologation du premier vol en 1903, hein, les frères Wright, et 1969, le premier avion supersonique, le premier avion commercial supersonique, hein, le Concorde. 63 ans entre un saut de puce, parce que c'est ça l'homologation du premier vol, c'est un saut de puce, à la possibilité de faire voyager des gens à la plus vite que la vitesse du Mach son. 2, quasiment. Ouais. 63 ans. C'est ridicule, hein. C'est extrêmement rapide, c'est incroyable. Ça ne met pas de touche. On a quelques réactions dans le chat. Il y a Lolo Radar qui nous dit 420 € par passager pour un vol intra-européen, 2100 passagers pour un vol long courrier. Donc c'est ce qu'on disait. Et une TVA de 10% s'appliquera également aux vols domestiques en France, mais ne concernera pas les départs internationaux. Ouais. Donc ça fait pas mal, ça fait quand même pas mal. Ça va peut-être malheureusement en dissuader. Ouais, c'est ça. Bon. Bien, écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Là, alors on avait Pierre qui était connecté et là il ne l'est plus. Donc je pense que on devrait pouvoir le retrouver dans un instant, le temps qu'il se reconnecte, j'espère. On a beaucoup de mal à stabiliser une connexion avec Pierre. Là, moi qui suis et dans les coulisses et avec vous en studio, je vois Pierre qui va, qui vient, mais ça ne se stabilise. On voit peut-être que ça va être bon là. Ok, écoutez, tant que Pierre est là, ce qu'on va faire, on va lancer le générique. Donc le générique de ce soir, c'est simple, c'est un expert à la radio, ça tombe bien. Donc on retrouve tout de suite Pierre qui est avec nous, c'est tout de suite. Ici leader à équipier. Un expert à la radio arrive pour vous dans la zone aéro. Alors, normalement, on devrait le récupérer dans un instant. Il devrait apparaître si tout va bien. Hop, déjà on entend. Est-ce qu'on entend? Pierre, est-ce que tu nous entends? Vous m'entendez? Ah, très bien. Là, ça marche. Bon. Donc Écoutez, déjà... on va rester avec le téléphone portable parce que l'ordinateur, a priori, il est tout neuf, donc c'est formidable. L'ennui, c'est que je n'arrive pas à me connecter avec la caméra et pourtant elle est ouverte et tout est accessible. Bon, voilà. Bon, des fois, il y a des petits soucis. Par contre, est-ce que tu peux juste basculer ton téléphone d'un quart de tour? Alors, oui, pardon. Toi, juste pour le mettre en mode paysage, si c'est possible. Ah oui, très bien, dans ce sens-là. Voilà, comme ça on te voit en grand et c'est parfait. Et ben voilà. Et je vais même allumer la lumière, ça va être un petit peu plus joli aussi. Hop là. Voilà, ça fait très reportage. Exactement. Dans le temps, il y avait Nicolas Hulot qui faisait ce genre de choses. Voilà. C'est la même chose. Alors, là, je vais me brancher parce que mon téléphone, bien évidemment, il est en low level. Et donc, voilà. Mais ce sont les joies du direct. En tout cas, tu vois, le chat déjà te salue. Il y a Philémon qui dit bonsoir Pierre. Voilà. Vous pouvez envoyer vos bonsoirs à Pierre sans aucun problème dans le chat. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour à Sébastien également. On est ravis de t'avoir.
Et je suis ravi également, je suis absolument désolé. Alors, je vais vous donner la raison pour laquelle, malheureusement, je n'étais pas tout à fait à l'heure. J'ai acquis un bateau il y a quelques temps, et avant le salon du Bourget. Et ensuite, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper beaucoup, sauf que maintenant, je sors quasiment tous les jours. Et lorsqu'on part un petit peu loin et qu'on a des courants, eh bien, on revient un peu tard. Et puis, j'ai eu un petit souci technique. Donc, il a fallu que je le répare. Et voilà, et je suis arrivé ici un petit peu à la course. Il a fallu ramer, en fait, non? Pas vraiment, non, parce que vu la taille du bateau, à mon avis, il faut décaler rien là. D'accord. Bon, en tout cas, le chat te salue. Et avant toute chose, ce qu'on va faire, on va faire une petite tradition qu'on fait dans la zone aéro, c'est-à-dire que par-dessus nos petites trombines, là, ici, on va mettre un petit chrono d'1 minute. Et en 1 minute, est-ce que tu peux présenter Pierre Buffet par Pierre Buffet? Oui, c'est un garçon autodidacte qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui a été passionné d'aviation dès l'âge de 7 ans. Et puis, à 13 ans, j'ai eu le plaisir de prendre les commandes de planeur. Il y a 15 ans, de voler seul, d'emmener des gens. Et puis après, de me mettre à l'aviation plus sérieuse, on va dire, entre guillemets, avec les avions moteurs. Donc d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et puis ensuite, je n'ai pas pris la direction du pilote de ligne, parce que en fait, faire V1, VR, vario positif, le train rentre régulièrement, c'était pas mon truc. Mon truc, c'était d'être avec le contact des humains. Et un jour, il y a un gars qui allait devenir pilote de ligne chez Air France et qui me dit, toi, je te verrais bien comme steward. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une idée. Et à partir de là, j'ai décidé de le devenir. Je suis rentré dans une compagnie aérienne qui était TAT, une compagnie aérienne qui depuis fort longtemps. J'y suis resté 10 ans. Ensuite, j'ai basculé pour rentrer chez Britair comme cadre à la responsabilité du personnel navigant commercial. Et puis ensuite, j'ai quitté au bout de 17 ans pour créer une société qui utilisait des simulateurs de vol full flight pour emmener du public, pour emmener donc des industriels et puis du public également. Donc j'ai été le premier en France à faire cela. Ensuite, j'ai créé des écoles que j'ai revendues. Et puis le hasard a fait que il y a une compagnie aérienne qui m'a demandé de venir les épauler pour créer un secteur, c'est le secteur PNC. C'est la compagnie Chalair. J'y suis allé pour 3 mois, juste pour les épauler. Et finalement, ça a duré 2 ans et demi. Ah oui. Et ensuite, après avoir recruté mon successeur, je me suis dit enfin tranquille, sauf qu'il y avait une école avec qui j'avais fait du négoce, entre guillemets, qui m'a demandé de venir les épauler pour créer le secteur PNC. Enfin, le CCA à l'époque, donc pour les PNC. J'y suis allé, a priori ça a bien fonctionné, et puis la Covid est arrivée. Et avant la Covid, je suis allé même à La Réunion pour aider et épauler cette école qui s'ouvrait. La Réunion, on a fait de la formation en visio, et puis après, je me suis dit, bon, tranquille, sauf que il y a une école qui avait fait faillite, et la repreneuse était une directrice qui ne connaissait rien à l'aviation, puisqu'elle était docteur en droit, avocate. Elle avait elle-même une école de formation de gestion. Et puis cette femme m'a demandé de venir l'épauler. J'ai dit d'accord pour 3 mois, et ça a duré 3 ans. Voilà. Et, donc on l'a développée, on l'a bien sûr, et aujourd'hui cette école est l'une des best-sellers des écoles en France, et avec un développement, puisqu'on est même devenu centre d'examen. Donc on fait passer des examens à tous les élèves des écoles de France et de Navarre. Voilà. D'accord. Ok, donc en fait, les mois chez toi se transforment en années. Exactement, c'est pour ça que la fois dernière, lorsqu'on a eu à prendre un pot, j'ai dit aux collaborateurs, surtout si l'école vous demande de travailler pour quelques mois, dites non parce que ça va durer des années. Ouais. C'est un piège. Alors, pourquoi la voix du Bourget? Parce que tout le monde connaît ta voix. Tous ceux qui sont présentés, qui ont entendu les commentaires sur les choix aériens, c'est une voix qui berce. Comment tu t'es retrouvé avec le micro dans la main? Ça a débuté il y a fort longtemps. Je faisais des présentations de voltige en planeur. C'était dans un meeting aérien, un tout petit meeting en campagne, l'époque où le maire et le curé se mettaient d'accord pour faire une fête. Et dans cette fête, on demandait à l'aéroclub de venir dans un champ, s'y poser, faire des baptêmes de l'air. Ensuite, il y avait une répartition des bénéfices
à la fin de la journée. Et puis, pour attirer le public, il fallait aussi quelques attractions. Et donc, il y avait du parachutisme, il y avait des avions, et puis il y avait également du planeur. Et à l'issue de ma démonstration, j'étais assis dans un siège de Cessna, siège qui avait été démonté pour laisser les parachutistes grimper dans le Cessna et montrer un petit peu que les parachutistes aussi étaient intéressants. Et puis, j'ai un monsieur qui, derrière moi, a dit avec son accent « Oh, bon Dieu, ça va bien voler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent. » Et j'ai dit « Non, ça ne marche pas comme ça. » Donc, j'ai pris le micro et au lieu d'avoir l'accordéon qui était la musique qui animait l'ensemble, bien, j'ai expliqué le monde de l'aviation. Et on avait un chef pilote qui était un taiseux, quelqu'un qui parlait très peu et qui, au cours de la semaine, lorsque le meeting a été terminé, on nettoie les avions, on nettoie tout, on range tout. Et donc, j'étais allé en bénévole, bien sûr, pour tout nettoyer. Et là, il me dit « Mais c'est pas mal ce que tu as fait. » Je dis « Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?» Et il me dit « C'est bien d'avoir pris le micro, est-ce que tu peux nous refaire ça ?» Je lui dis, ben écoutez, oui. Alors comme c'était, j'avais 16 ans et demi, j'ai pas osé dire non. Et donc j'ai dit oui. Et là, la fois d'après, on m'a dit, bah tiens, là, le micro, il raconte. Et puis de fil en aiguille, je faisais l'animation. Donc Buffet était l'animateur du meeting aérien pour l'aéroclub de Rennes. Sauf qu'un jour, il y a eu un gros meeting aérien avec un vrai organisateur, avec des vrais avions, avec des engins qui faisaient des puissances démentielles et qui faisaient plein de choses. Et là, on m'a dit, bah, tu vas prendre le micro. Je dis, ah non, mais là, je ne suis pas compétent. On m'a dit, si, il n'y a personne d'autre, donc tu vas le faire. Donc j'ai pris le micro, j'ai expliqué. A priori, ça a pas mal fonctionné. Et un jour, eh bien, il y a eu un monsieur qui est venu, qui s'appelait Bernard Chabert. Et ce gars, on m'a dit, t'as vu comment il raconte les choses? Il raconte différemment de toi. Ben, je dis oui, moi je suis plutôt didactique et lui, il est plutôt en train de raconter des jolies choses. Et avec Bernard, on s'est entendu, on a même partagé le micro à certains moments. Et puis, le sort a fait qu'un jour, il était venu au meeting de Rennes, alors que c'était moi qui devais le commenter, et il s'était trompé de meeting aérien. C'est des choses qui arrivent. Ça, c'est drôle. Oui, parce qu'il avait dû avoir 2 propositions, puis dans sa tête, il était d'accord pour Rennes. Et donc, il est venu, et là, je lui dis, mais Bernard, tu fais quoi, là? Ben, il me dit, c'est moi qui commente. Ben, je dis, non, c'est moi. Mais je dis, tu commentais où? Ben, il me dit, à Dieppe. Ah, alors là, c'est pas le même coin. Donc, on appelle l'organisateur de Dieppe, et là, le gars me dit, ben, moi, je suis embêté parce que j'ai personne. Je lui dis, écoutez, je vais venir. Donc, à Bernard, je dis, écoute, reste, fais celui de Rennes, et puis moi, je repars. Voilà. Et j'y suis allé, et je leur ai dit, voilà, moi, je viens. Si ça vous convient, après, bah, vous me reprendrez. Si ça ne vous convient pas, bah, écoutez, vous ne me payez pas, et puis voilà. Et donc, j'ai fait ce que j'ai pu, et dans la semaine qui a suivi, il y avait des gars de la Patrouille de France qui organisaient cela avec un type qui s'appelait Bleu Ciel Air Chaud, Cahuzac. Et donc, dans la semaine, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est très bien ce que tu fais, on aimerait bien travailler avec toi. Et à partir de là, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec Laurent Cahuzac et puis Véronique. Et donc, c'était pour Bleu Ciel Air Chaud, ça a très bien fonctionné. On a fait des gros meetings aériens. Et puis un jour, la Marine nationale, parce que je commentais la Marine nationale depuis aussi un certain temps, parce que Bernard Chabert a été celui qui m'a introduit involontairement dans les meetings aériens. Il y avait à Landivisio une journée porte ouverte, et Bernard devait aller commenter. Et Bernard a eu une crise cardiaque. Ouais. Et donc, on me retrouve, j'étais à la maison chez moi, et j'entends un gars complètement affolé, qui me dit « Vous êtes Monsieur Buffet, vous êtes Monsieur Buffet ?» Je dis « Oui, c'est moi, oui. Voilà, on a un problème, on n'a pas de commentateur, Bernard Chabert a eu un malaise cardiaque, et donc Ève nous a dit Pierre Buffet travaillait avec Bernard, essayez de le contacter. » Donc ils sont appelés par l'aéroclub, etc., parce qu'à l'époque, on n'avait pas de portable, hein, on était à X. Et donc, je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui c'est samedi, là, c'est trop tard maintenant pour faire Rennes-Landbyway. Donc, je viendrai demain. Et donc, j'y suis allé le lendemain. Et voilà, j'ai retrouvé des gars que je connaissais et qui faisaient des présentations en vol. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai rien préparé. Je vais raconter que des bêtises, mais au moins, on va tenir le micro, ça va faire quelque chose. Et je me rappelle de Jacques Habert qui me dit, écoute, t'inquiète pas, nous, on va faire des conneries, donc tu peux raconter des bêtises.
Et puis là, j'ai pris le micro, j'ai expliqué, et là, la marine m'a dit, mais c'est super bien ce que vous faites, on aime bien parce que ça correspond exactement au lien que l'on veut avec le public pour pouvoir le recruter, etc. Et j'ai été recruté par un gars qui est devenu après amiral de l'aéronautique navale, Touvenin et Toutou. Et donc ce pilote de chasse, pilote d'essai, qui était amiral donc de l'aéronautique navale, m'a dit bah, écoute, moi je te donne un uniforme, je te fais une formation et tu deviens réserviste. Et là, j'ai organisé la manière dont on allait mettre à disposition des organisateurs tout le matériel de l'aéronautique navale, c'est-à-dire donc tout ce qui se faisait sur les bases, au lieu d'appeler directement le chef de la base, c'était aussi simple d'avoir une personne chez Alavia qui servait d'entonnoir. Toutes les demandes arrivaient au même endroit et pratiquement au même moment. Elle redistribuait, c'était accepté ou pas accepté. Et la distribution du matériel était faite dans les meetings aériens. Et ensuite, ça revenait par cette même personne qui informait l'ensemble des organisateurs, chacun, comme quoi ils auraient un ATL2, ils auraient un Hawkeye, ils auraient des Rafales, etc., ou des Super Étendards à l'époque. Ouais. Et là, donc, je me suis dit, je ne peux pas faire ça tout seul, et donc j'ai pris des jeunes avec moi, que j'ai intégrés dans la Marine nationale, et qui on a donné un uniforme, et je les ai amenés sur le Charles de Gaulle, je les ai amenés dans les bateaux, pour pouvoir découvrir ce monde marin, et donc parler à ma place, c'est-à-dire prendre ma place. D'accord. Et puis l'idée m'est venue de me dire, mais ces gens-là qui parlent pour la marine, ils sont capables de parler pour le civil également. Et donc, je les ai amenés dans le civil à prendre le micro et donc à prendre ma place littéralement. C'est-à-dire que je prévoyais l'avenir pour permettre à cette aviation qui a besoin de voix, qui a besoin d'explications, c'est-à-dire de remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire ne pas laisser les gens faire de l'aérobashing, mais non plus laisser les gens penser que l'aviation est réservée à une élite, et donc amener la réalité sur le terrain en parlant avec un public et en lui racontant non seulement des jolies histoires, mais également en lui remettant la réalité sur le nez. Et à partir de là, il y a vraiment une fusion qui s'est faite avec tous les organisateurs et aujourd'hui, je demande aux organisateurs de prendre en charge, s'ils me veulent, de prendre en charge également un jeune ou une jeune qui va prendre les commentaires. Et c'est ainsi qu'au Salon du Bourget, et je clôt comme cela, qu'au Salon du Bourget, j'ai fait venir des gens qui sont venus m'épauler parce qu'une crise cardiaque, un malaise, quelque chose peut intervenir en plein meeting aérien et il ne faut pas rester seul. Oui. Et à partir de là, j'ai pris quelqu'un qui était capable de prendre ma place, ou moi de prendre la sienne. Et à partir de là, on a été en duo. Le duo a été avec un gars maintenant qui est responsable d'exploitation de chez Corsair et qui est donc pilote et qui était anciennement pilote de chasse, Tim Batten, un type extraordinaire. Et puis la vie a fait qu'il a fallu que j'en trouve un autre et là, j'en ai trouvé une autre. Et cette autre est venue et elle n'a pas fait tout à fait l'unanimité auprès de la direction du Salon du Bourget. Et j'ai recherché un talent et ce talent, je l'ai trouvé dans un garçon. Et ce garçon, eh bien aujourd'hui, il est mon second. Et c'est lui vraiment qui m'épaule intégralement pour tout. Et donc, il s'appelle François Olympio. Et ce François Olympio a été d'abord marin, puisqu'il a commenté pour la marine, puisque je l'y avais amené. Et ensuite, il est rentré dans l'armée de l'air. Et aujourd'hui, il est celui qui communique pour l'armée de l'air à partir de la base de Saint-Lô-de-Provence. Et donc, c'est quelqu'un qui est très érudit et qui connaît énormément de choses. C'est un grand talent. Puis parallèlement, il y a une jeune femme comme vous qui fait de la télévision, qui fait des reportages, qui fait un tas de choses, Élodie Bruno, et je l'ai appelée et je lui ai dit ça vous plairait de faire des commentaires dans les meetings. Elle avait 22 ans, elle était ingénieure, elle se lançait dans une nouvelle chose et elle m'a dit pourquoi pas. Et donc je l'amène de meeting aérien en meeting aérien. Mais maintenant, elle aussi, elle a un uniforme, elle aussi, elle parle pour les marins, et elle est présente à chaque fois qu'il y a un avion de la Marine nationale, un pilote, un mécanicien et cette commentatrice. Et donc, petit à petit, je passe le relais parce que j'ai 71 ans, et à 71 ans, il faut penser à l'avenir, et l'aviation, c'est regarder au-delà de l'horizon, c'est jamais regarder le bout de son capot, hein, on regarde toujours très loin, vous le savez mieux que moi, et donc à partir de là, il faut toujours anticiper et prévoir l'avenir, et donc d'avoir tous ces jeunes. Je pense à Nicolas également, et Nicolas Karoff, qui est un jeune aussi qui a envie, que j'amène. Et puis il y en a d'autres qui me demandent. Donc régulièrement, j'incrémente en fait le volume de commentateurs, parce qu'il y a à peu près 150 ou 180 manifestations aériennes en France, et il y a besoin d'avoir des gens qui parlent. Ouais.
Voilà, j'ai tout dit d'un coup, ça a duré plus d'une minute, mais ça a permis de retracer le fil conducteur. Ah mais c'est parfait. Et d'ailleurs, il y a des questions déjà dans le chat qui arrivent et le chat peut poser des questions. On les relaie, bien évidemment. Et peut-être que Mathieu en a une. Alors moi déjà, merci pour cette vie résumée en quelques minutes, cette vie, mais c'est plusieurs vies en même temps en fait que tu as eu là. Du coup, je t'ai mis 5 casquettes d'un coup et c'est passionnant. Moi, je bois tes paroles, je me régale. Voilà. C'est pas une question, c'était plus un commentaire. Ouais. Mais c'est passionnant de t'écouter. Et donc je me rends compte qu'effectivement tu as touché à beaucoup de choses et tu as du coup forcément beaucoup de choses à transmettre, à apporter et on se régale à t'écouter. Là justement, j'ai le plaisir dans l'école de formation aéronautique qui est Air Training Academy à Paris, là, que l'on a remonté. Elle était exsangue à l'issue de la Covid, elle a fait faillite, hein, et donc ça a été une repreneuse qui, au tribunal de commerce, a repris les emplois, a donc repris les salaires, c'est-à-dire donc elle a garanti les emplois et les salaires, mais simplement auprès de la DGAC, du ministère des Transports, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit, agréé pour être garant de la qualité de ce que demande la DGAC par rapport à l'école. Et donc je suis allé épauler cette dame, Caroline, et on a vraiment remonté l'école de A jusqu'à Z. Et quand j'ai des cours, quand j'ai des élèves, là la semaine dernière j'en avais 24 devant moi, et je leur dis, vous avez 20 ans, vous avez la vie devant vous, et je m'adresse justement à tous les jeunes qui peut-être m'écoutent, c'est de ne se donner aucune limite dans la découverte, parce que pour faire un métier tel que l'aéronautique, il faut être curieux. Et si on est curieux, on va aller toucher à tout. Alors on sera peut-être bon à certains moments et moins bon à d'autres. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu des moments où j'ai pas été très glorieux, je dois le reconnaître. Mais on n'a pas que des réussites dans la vie, parce que dès lors qu'on touche à quelque chose, forcément on touche un curseur. Si on pousse un curseur et qu'on l'a poussé dans le bon sens, c'est bon. Si c'est pas bon, il faut avoir le talent également de se dire, et l'humilité, de se dire c'est pas bon, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Maintenant, on ne fait pas pilote de ligne parce qu'on veut briller, non. On fait pilote de ligne parce qu'on a envie. On fait steward parce qu'on en a envie, parce qu'on est au contact des gens, parce qu'on a quelque chose à apporter à nos passagers qui peut-être sont inquiets. Et puis, à ces jeunes, je leur dis, n'hésitez pas à rentrer dans les armées. Il y a des contrats courts de 1 an. Ça vous permet de découvrir un autre monde, de découvrir un métier, d'aller toucher des choses qui peut-être ne vous auraient pas forcément parlé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, c'est pas pour me vanter, hein, je m'en fiche complètement, j'ai aucun ego à satisfaire, que tout le monde soit rassuré. Je suis allé faire du sous-marin, je suis allé faire du porte-avions, je suis allé sur les frégates, je suis allé dans les avions. Voilà, ça m'a permis non pas de briller, mais de connaître. Et connaître, c'est me dire, je peux en parler savamment ou au moins ne pas dire de bêtises, mais c'est également, si j'avais eu l'âge où j'ai découvert les sous-marins, j'aurais fait les sous-marins plutôt que l'aviation. Ah oui ? Oui, à telle enseigne. Plus le pied marin que le pied aérien. Non, les deux. En fait, la mécanique des fluides, on la retrouve dans l'air et dans l'eau. Dans quelque part, l'aviation parle aux marins et les marins parlent aux aviateurs. Donc, il y a du sens dans les deux. Simplement, c'est la manière ou la façon de vivre ou de partir pendant longtemps dans des engins qui sortent, qui replongent, qui ressortent, qui replongent, puisque c'était un sous-marin nucléaire d'attaque et non pas un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc, lui, il avait l'avantage de sortir et de rentrer. Et donc, il y a des métiers où on se dit c'est pas pour nous, et puis finalement, comme je l'ai dit au tout début, je suis pas quelqu'un qui a fait de grandes études, mais tout est accessible à partir du moment où on prend les bouquins, à partir du moment où à 2h, 3h, 5h du matin, on s'est mis à bosser, qu'on a passé des certificats, qu'on a passé des examens parce qu'on en veut, et à partir de là, on pousse les portes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être très intelligent pour apprendre, il faut juste apprendre, et puis après, on va aller découvrir si ça nous convient ou pas. Voilà. Ok. Alors moi j'ai une question par rapport justement aux commentaires, parce qu'on imagine la taille du salon du Bourget, le nombre de participants, toutes les nouvelles technologies qui arrivent chaque année. Ça exige un gros paquet de préparation. C'est quelque chose on peut pas l'improviser. Donc comment est-ce que tu prépares ça? Parce que comme tu l'as dit, il faut s'investir, il faut peut-être aller voir les gens, récupérer les informations, tout mettre en place pour le jour J. Et on sait ce que c'est qu'une préparation de cette envergure-là. Donc comment est-ce que ça se passe, on va dire, au quotidien avant la grande date?
Alors, le Salon du Bourget, c'est 3 mois de préparation. Mais 3 mois de préparation à temps plein, hein, pas 3 mois de préparation un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que Bernard Chabert, qui était commentateur du Salon du Bourget pendant de très nombreuses années, hein, qui a eu un talent extraordinaire, personne ne lui arrivera à la cheville avec tout ce qu'il a pu faire, que ce soit en film, en reportage, en écrit, en bouquin, etc. C'est un type hors norme. Simplement, au Salon du Bourget, c'était l'homme qui commentait les avions et il n'était pas au contact des industriels. C'est-à-dire que les industriels attendaient un autre message que le message bucolique qu'il avait l'habitude de faire et de parler avec avec emphase pour un appareil ou au contraire de le faire, de dire tiens, cet appareil ressemble plutôt à un suppositoire qu'à un avion. Pour un industriel qui a mis des milliards sur la table, c'est très compliqué. Pour le public, c'est parfait. Et donc, la première fois, on m'a demandé de remplacer Bernard Chabert, d'abord parce que moi, j'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Mais alors vraiment, y compris pour les écoles, même pour la compagnie aérienne Britair, c'est même pas moi qui ai postulé, on est venu me chercher. Ouais. Donc, j'ai eu cette chance. Et donc, on m'a proposé donc la place de Bernard Chabert. C'était pas la première fois qu'on me la proposait. Pas au Bourget, mais dans d'autres meetings aériens. Et là, j'ai dit non. Parce que régulièrement, j'appelais Bernard pour lui dire « Attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il faut te remplacer ?» Donc, il me disait « Ouais, il y a un problème, machin, bidule, enfin bref. » Et là, on me dit « Voilà, c'est ou vous ou quelqu'un d'autre, mais ça ne peut plus être lui parce qu'il ne répond pas aux attentes des industriels. » Donc, je dis, écoutez, puisque c'est cela, puisqu'il répond au public, eh bien, il y a 4 jours industriels et 3 jours grand public, on va le laisser sur les grands publics et moi, je ferai de l'industriel. Voilà, c'est pas plus que ça. Et à partir de là, je lui ai dit, il faut qu'on change le paradigme. Et donc, l'idée, c'était de m'adresser à toutes les entreprises qui allaient présenter une machine. Et donc, c'était Airbus, c'est Dassault, c'est Embraer, c'est Boeing, etc. C'est interroger le responsable ou le responsable de la communication, interroger le pilote d'essai et interroger le pilote de démonstration. Et voire même le patron, hein, c'est arrivé directement avec le patron, et de leur dire voilà comment je vois votre avion, moi par rapport à ce que je le connais, par rapport à ce que j'ai pu vivre dedans, parce que j'ai volé dedans, et à partir de là, voilà comment je vais parler de votre avion. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la place? Et chacun amène sa modification. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être le thème complet qui peut être changé. Et donc à partir de là, ensemble, on va faire un écrit, et cet écrit, on va le mesurer en secondes. C'est-à-dire qu'on va dire en un minimum de mots, un maximum de choses, et on va cibler exactement le message que l'industriel souhaite transmettre à ses partenaires, à ses clients et à ses futurs acheteurs. Et à partir de là, on est vraiment raccord avec l'industriel qui vient présenter un matériel. Mais en même temps, on lui donne aussi une dimension un peu, plaisante, une dimension également un peu artistique aussi certaines fois, parce qu'il y a des appareils ou des voilures qui sont d'une telle beauté qu'on ne peut pas effacer cela. Donc il faut que nous trouvions les bons mots pour satisfaire l'industriel en disant ce que lui, il attend de nous. Et pour ne pas noyer le public dans des flots de paroles ininterrompus, contrairement à ce que je fais actuellement, eh bien on s'est cantonné à 2 minutes de français, 2 minutes de musique et 2 minutes en anglais. Et dans ce volume de temps, tout doit passer. Et tout doit sembler harmonieux et tout avoir été dit. C'est un gros défi, hein. Ah oui. C'est un énorme défi. On l'a réalisé donc la première fois maintenant, il y a 10 ans. Ça a très bien fonctionné. Là, les industriels sont venus me voir en me disant, écoutez, c'est extraordinaire. Bernard avait fait les 3 jours grand public. Et les industriels m'ont dit non, parce que même dans les 3 jours grand public, on reste encore sur du meeting aérien, mais nous, on veut que ça reste encore professionnel. Et c'est vrai que le public qui va au Salon du Bourget ne va pas voir un meeting aérien comme il va à Melun, comme il va à la Ferté-Alais. Il va chez des professionnels et il attend un domaine professionnel. Et à partir de là, quand les industriels continuent à voler dans les jours grand public, ben forcément, il faut que ça reste aussi professionnel. Voilà. Donc, ça a été le fait où on m'a dit non, vous allez maintenant tout prendre, voilà, l'intégralité du salon. Voilà, ce salon aujourd'hui, j'y suis encore, et pour combien de temps, j'en sais rien, mais en attendant, la relève est en train d'arriver, et cette relève, bien évidemment, elle est faite avec des gens qui ont des valeurs
Des valeurs, justement, où ils ne se mettent pas en valeur, c'est-à-dire qu'une fois que le micro a été posé, nous, on disparaît. Et on disparaît parce qu'on fait partie d'une organisation où il y a 80 personnes qui, pendant 2 ans, vont bosser comme des dingues pour faire de ce centre du Bourget quelque chose d'extraordinaire. Et nous, on n'est qu'un des maillons, un des 80 maillons, et allons justement mettre en valeur tout ce que les gens ont réussi à mettre en sous-marin, ont réussi à mettre en place. Et donc on est la partie audible, et cette partie audible, on peut pas la rendre, mais on peut pas la rendre moins bien. On doit donner le lustre en fait dans nos commentaires de ce que représente le travail de toutes ces personnes qui sont aussi méticuleuses que nous, mais qu'on ne voit pas. Oui. Voilà. Donc il y a énormément de travail, de fédération entre les différents acteurs pour avoir justement toutes les informations et être prêt à travailler le jour J. C'est pas tout à fait la même chose, la même approche en meeting pur et dur ? Pas du tout, pas du tout. D'abord, dans le meeting aérien, c'est, comme je dis à mes commentateurs quand je les forme, c'est Madame et Monsieur Michu qui viennent. Et Madame et Monsieur Michu, c'est mon père et ma mère. Ma mère était une dame qui savait coudre, qui n'avait pas de grandes études. Et à chaque fois qu'elle nous emmenait quelque part, ma sœur et moi, elle nous disait « Ah, ben, j'ai pas perdu mon argent parce que j'ai appris quelque chose. » Et ça m'est toujours resté. Et je me suis dit « Mais pourquoi parler de cette aviation autrement qu'en simplifiant les choses pour rendre accessible à toute personne ce monde de l'aviation et en expliquant des choses compliquées d'une manière très simple pour que les gens repartent en ayant une connaissance. Et puis, il faut admettre que dans un meeting aérien, les gens viennent pour une histoire, une belle histoire, il faut raconter une histoire. Là, j'étais à Auch, dans le premier meeting aérien de Auch qui a été fait là, cette année par les gars de chez Airbus. Et donc, un soir, on était en Espagne, il était 1h du matin, et Gérard Desbois, qui était le mécanonave de l'Airbus A380, me glisse gentiment « Tu sais, Pierre, on va faire un meeting aérien à Auch, ça va être le premier, il n'y en a jamais eu, etc. » Et donc, ça va être entre copains. Et je lui dis, bon, tu veux que je vienne? Il dit, écoute, je n'osais pas te le demander. Et j'y suis allé justement pour permettre qu'il y ait une voix qui dise à ceux qui ont fait confiance à ce premier meeting aérien, on a affaire à des professionnels qui ne se prennent pas la tête et qui, en plus, ont du plaisir à transmettre, de belles histoires à raconter, mais aussi de la technologie à expliquer d'une manière très simple. Voilà. D'accord. Alors pour acquérir tout cela, comme je dis, et c'est pour ça que je m'adresse toujours aux jeunes, allez faire du ménage, allez faire de la mécanique, allez faire du bateau, allez faire de la plongée, allez faire tout ce que vous voulez parce que vous allez apprendre des choses en technique. Et cette technique, vous allez la retrouver absolument partout. Pression, dépression, on les retrouve dans tous les domaines. Mais dès lors qu'on a un détendeur pour aller faire de la plongée, on l'a aussi parce qu'on a besoin d'oxygène dans notre avion, parce qu'il y a une dépressurisation. Et donc tout ça, il y a un lien qui fait que quand on prend un micro, on devient simple, parce qu'on a compris. Donc c'est l'essence même de la vulgarisation. C'est l'essence même de la vulgarisation et c'est pour ça que les gens qui font de la formation dans nos écoles, ce sont des gens qui sont sélectionnés pour leur capacité à être pédagogues. Alors on va dire même andragogues. Pourquoi ? Parce qu'on est andros, on est dans les adultes, on n'est plus dans les enfants. Et si les enfants apprennent que 1 et 1 ça fait 2, ils l'ont appris bêtement, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Alors qu'un adulte, il a besoin de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir retenir. Et c'est là où justement la sélection est âpre lorsque nous avons des gens qui postulent dans l'école. Ils sont stew, ils sont hôtesses de l'air, ils sont chefs de cabine, ils sont instructeurs peut-être même dans leur... On teste leur capacité à être des bons pédagogues, donc des bons, des gens qui sont capables d'expliquer à des jeunes quelque chose de compliqué, mais qu'ils le retiennent de manière très simple. Voilà. D'accord. Ok. Et on sent chez toi cette réelle volonté de vouloir expliquer et je pense qu'elle est due très spontanément à 16 ans la première fois quand tu as entendu quelqu'un dire entre guillemets une bêtise et ça a été plus fort que toi de vouloir absolument en fait lui expliquer que bah non c'est pas tout à fait ça alors ça je te coupe la parole, ça je le dois à 2 personnes.
Oui. Je le dois à 2 professeurs. L'un, il s'appelait Monsieur Philippot, il était prof de français et il nous expliquait, lui ayant fait la guerre d'Algérie, il nous expliquait les armes, les munitions, les machins, etc. Il nous expliquait également qu'à l'époque, si on était écologiste, on était très mal vu. Il nous expliquait des choses. Et j'ai eu également un prof de mathématiques qui, lorsque j'avais 18,5 ou 19 en maths, allait dire à mes parents que j'avais triché parce que forcément j'étais trop con. Et là, je me suis dit, c'était pas possible. J'avais 2 entités complètement différentes. L'une qui n'avait qu'une envie, c'était de transmettre et d'expliquer à des jeunes plein de choses. Et puis l'autre qui était un type complètement borné, qui avait rien compris en fait à la pédagogie et surtout à la psychologie. Et là, je me suis dit, si un jour je suis instructeur, moi je l'expliquerai pour que les élèves comprennent. Alors, tu vois, tu parles comme un livre parce que c'était vraiment une de mes questions, c'est pourquoi quelqu'un comme toi ne devient pas instructeur de vol puisque tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, d'instruction, j'en ai fait. Je crois que les gens de chez Britair n'ont pas gardé un mauvais souvenir de moi, puisque depuis 1991, en fait, jusqu'à 2018, pardon. Non, 2008, ouais, déjà. Et en fait, je faisais de la formation et j'expliquais justement à des stewards et des hôtesses comment fonctionnait leur avion qu'ils avaient déjà entre les mains depuis un certain temps, mais que les instructeurs ne leur avaient peut-être pas forcément bien expliqué. Et donc, la manière d'expliquer et de faire rentrer de la technologie à des gens qui sont littéraires, eh bien, forcément, on est obligé de passer par des biais qui sont autrement différents que par, découvrir que lorsqu'on monte en altitude, on a une vision beaucoup plus lointaine. C'est un 23 racines de Hachamppier de mémoire. Mais si on explique que plus on monte, mieux on voit, et si on est à 1000 mètres, on voit à 100 km, ben voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans des grandes explications qui vont donner l'impression aux autres qu'on est balèze, parce qu'on maîtrise toute la physique. Mais non, il suffit d'expliquer que quand on est à 1000 mètres et qu'on voit à 100 mètres, à 100 km, ben forcément c'est bien, quoi. Voilà. Donc à 2000 mètres, on va voir un petit peu plus loin, 200 km, puis il y a une rondodité. Donc on explique des choses, voilà. Et c'est ce qui faisait que les gens qui étaient stewards et hôtesses chez Britair, je crois, oui, ont gardé un très bon souvenir d'instructeur que j'étais. Ah, j'en doute pas. Je pense que même tu as peut-être créé des vocations au-delà de ce que les gens imaginaient initialement. Alors, comment s'est développé ? Forcément, les gens qui ont quitté Britair, parce que Britair est devenu Hop, donc ensuite Hop a quitté la Bretagne pour s'installer à Paris, et donc les Bretons ont refusé de continuer de partir à Paris, et donc certains étant assez âgés, entre guillemets, à 50 ans, ont décidé de quitter ce monde de l'aviation et de faire autre chose. Et donc dans un meeting aérien, j'ai vu des hôtesses de l'air et des stewards venir me voir en me disant « Pierre, si tu as du boulot, on est preneur ». Et donc comme on se développait à Morlaix avec notre école, j'ai forcément fait appel à ces gens qui n'avaient jamais formé de leur vie. Je les ai formés instructeurs et aujourd'hui, ils nous font du 100% de réussite. Ouais, voilà. Incroyable. Hein. Félicitations. Ouais, je pense à Catherine Koskeric, par exemple, qui est Valérie Rognan, des gens comme ça. Ouais. Alors, c'est chouette. Je reviens sur la partie formation parce que du coup, tu formes aussi les futures voix des commentaires aériens. Comment est-ce que tu fais c'est un petit casting, un petit peu, alors j'allais dire façon Star Academy entre guillemets, ils t'envoient des bandes démos ou alors tu les testes vraiment in situ? Alors je les teste in situ et il y a énormément de critères qui vont rentrer en jeu. On pense qu'il n'y a que la voix ou la connaissance aéronautique, pas du tout. Il y a plein de critères. D'abord, il y a le critère de celui qui en veut vraiment. J'ai eu à former des gens qui malheureusement me disaient oui mais non, dimanche prochain je peux pas être au meeting parce que j'ai un mariage. Puis le coup d'après ils me disaient non je peux pas parce que j'ai piscine. Bon c'est bon quoi, on arrête. Voilà, on arrête. En fait quand on fait les commentaires c'est une vraie volonté. Je vais être méchant peut-être avec certains mais il ne faut pas faire ces commentaires. Il ne faut pas tenir un micro pour exister. Ça ne sert à rien. Si on veut exister, on n'a pas besoin... Dans mon quartier, je suis une vedette, ça me suffit.
On n'a pas, voilà, il y a des gens qui font un métier ou qui font des actions uniquement pour pouvoir exister. Mais la première des questions qu'on doit se poser, est-ce que je suis bon pour cela? Alors forcément, la personne qui a envie, elle vient avec moi. Elle vient avec moi et puis elle va prendre le micro et on va voir l'aisance à tenir le micro. On va voir également la fluidité, la manière dont la personne s'exprime. Et puis on va voir également la connaissance de la personne et sa volonté d'avoir des connaissances nouvelles. Et puis on va voir également le fait que la personne, dès qu'on lui dit il y a un meeting aérien le temps, est-ce que tu viens? Oui, c'est parfait. Et donc il y a, comment dire, l'envie. Voilà. L'envie qui va faire que la personne va revenir en disant « Ah, dis donc, tu sais que le F-16, ben pour la première fois de sa vie, il a décollé contre l'envie de son pilote d'essai. » C'est-à-dire que l'avion n'était pas du tout prévu voler ce jour-là, mais la puissance étant telle au moment du roulage qu'en fait, l'avion, il s'est retrouvé en vol et le pilote s'est retrouvé bêtement en vol. Voilà. Donc, et c'est lui qui m'a appris ça, je ne l'ai pas appris, c'est lui qui m'a appris ça, c'est François. Et donc, forcément, quand on a des gens qui sont à vos côtés, qui apprennent et qui en plus vous apprennent des choses, ça veut dire qu'ils sont allés au bout du bout du bout. Voilà. Donc ce sont des curieux. Et là, ce sont des gens qui méritent qu'on les épaules. Et ensuite, après, chacun a du talent. Alors, on peut faire du tricot, on en fait des jolis. On peut faire des tricots très compliqués, puis on peut devenir un artiste. C'est comme le peintre qui prend du plaisir à faire de l'aquarelle, et puis le peintre qui va devenir un artiste reconnu internationalement. Moi, je ne suis pas reconnu internationalement. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est-à-dire mon micro et puis ma connaissance. Et comme je dis, je n'ai jamais téléphoné à un seul organisateur. Jamais. Jamais. Donc, si on peut résumer, c'est la voix, elle est au service du spectacle et au service des spectateurs. Et au service de l'aviation. Les deux. Ouais. C'est indissociable. Et lorsque on est aux commentaires, on ne s'appelle pas Pierre Buffet. Quand on est aux commentaires, on s'appelle l'organisateur. Et on est à la couleur de l'organisateur. Et on représente l'organisateur. Donc si on dit des bêtises, si on se permet tout et n'importe quoi au micro, forcément c'est l'organisateur que l'on met en avant ou qu'on détruit. Donc il y a cette notion de je suis au service de, je suis un employé, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui va être au service de l'aviation, au service du public et au service de l'organisateur. Si après on vous dit c'est bien ce que tu as fait, ça correspond à ce qu'on a fait, bah, c'est comme le gars qui a construit un bel escalier et qui vous l'a mis en place et on dit bah, ça tombe pile poil, c'est super, mais il est content. Voilà, il gagne pas plus, mais il est heureux. Voilà, ça aussi c'est une satisfaction. D'accord. Quand tu dis, quand je pose le micro, je disparais, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que en fait, ta voix reste dans la tête des gens avec l'image de probablement l'avion qui est associé et. Oui. Et en fait, c'est quelque chose que tu ancres. Tu disparais pas quand tu poses le micro. Je pense que tu sèmes des graines dans les esprits et ta voix est associée au spectacle en fait. C'est exactement cela. Et à telle enseigne, un jour, j'étais à Hyères, à la base aéronautique navale de Hyères, et j'étais en train de discuter, c'était pour le centenaire de l'aéronautique navale, où justement, l'amiral me dit « Pierre, tu ne peux pas rester tout seul. Il y a 40 000 personnes qui vont venir, peut-être même 50, mais en tout cas, on va avoir, nous, près de 6 000 VIP. Donc, si tu as une crise cardiaque, ça devient dommage. On a les Américains qui sont là, il y a les porte-avions américains qui sont dans la baie. Enfin bref, c'est l'énorme truc, quoi. C'est le centenaire de l'aéronautique navale. Et donc, il me dit « faut absolument que tu prennes quelqu'un avec toi au cas où il y a un problème. » Et la première personne et la seule personne à qui j'ai pensé à l'époque, c'était Bernard Chabert. Et donc, j'ai appelé Bernard, je lui ai dit « Écoute, ton cardiologue, est-ce qu'il est bon ?» Il me dit « Ah oui, il est excellent. Si c'est pour toi, je te donne ses coordonnées. » Je dis « Non, c'est pas ça. S'il est bon, moi, je fais le centenaire de l'aéronautique navale et toi, tu es réservé pour le bicentenaire. » Il me dit « Non, il est bon, mais pas à ce point-là. » Je dis « Bon, alors dans ces cas-là, je t'invite directement au centenaire, viens avec moi. » Et donc, Bernard est venu et évidemment, je lui ai dit « Tu ne vas pas rester sur le siège, là, à attendre que les choses se passent. » Et donc, qu'est-ce qui te ferait plaisir de commenter? Il me dit, moi, les avions américains, c'est mon truc. Eh bien, je dis, écoute, vas-y. Et donc, on s'est partagé le meeting, ça a été une réussite, et c'était un moment de bonheur, un moment de partage. Voilà. Mais voilà. Parce que, voilà, c'était le bon moment aussi pour se retrouver. Et donc, pour dire que, après, au pied il y a eu un avion qui s'est ditché, qui s'est mis dans l'eau, un Focke-Wulf. Et donc, en attendant ce pilote qui revenait, et justement qui était sain et sauf,
Et je discutais avec des gens au pied de la tour. Et il y a 3 types qui montent les escaliers, qui disent « Ah, vous êtes Pierre Buffet !» Je dis « Mais on se connaît ?» Il dit « Non, je suis contrôleur aérien, mais votre voix, je la connais. » Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Mais bien des gens, je vous assure, je pose le micro. Alors les gens, effectivement, ça reste peut-être la voix, mais je vais après dans le public, puis je me mets au public et j'écoute le public. J'aime bien aussi l'écouter et j'entends ce qu'il a à dire sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a de lui-même. J'écoute, je pose aucune question, mais je vous assure que personne ne me reconnaît. Ah ben non. Et ça va très bien. On a une petite question de Philémon qui est une bonne question. Il demande quel est ton meilleur souvenir en tenant le micro au Bourget? Le meilleur souvenir, j'en ai pas un. En général, les souvenirs sont des souvenirs qui sont parfois inquiétants. Je me rappelle du 3 juin 73 où j'étais spectateur et où le Tupolev 144 malheureusement a terminé par terre. Mais moi, en tant que commentateur au Salon du Bourget, le meilleur des souvenirs, c'est s'il fallait que j'en trouve un meilleur souvenir. Ou plusieurs. Il y en a tellement. Et le fait d'être au briefing avec tous les pilotes d'exception qui sont là et qui eux aussi sont d'une humilité extraordinaire. Vraiment, ce sont des gens qui sont là vraiment pour faire le job. De regarder le public, peut-être, de voir le public au sol en train de lever la tête et de s'arrêter sur un commentaire. Ça, c'est de se dire, ça y est, le job est fait. On a attiré les gens, on les a vraiment rendus heureux parce qu'on a expliqué des choses. Ouais. Ça, c'est peut-être ça, ouais. C'est figer l'instant. Oui, c'est de savoir des gens heureux, de savoir des gens intéressés, de savoir qu'on a touché les gens et voilà. C'est d'avoir cette année la féminisation des métiers de l'aérien qui a été le thème même du Salon du Bourget et d'avoir Dorine Bourneton qui on prépare avant et on prépare un texte. Et elle va lire un texte en préliminaire, en fait, aux démonstrations aériennes. Et elle va parler de ce Blériot, qui est un homme handicapé parce qu'il s'est brûlé la jambe le vol d'avant. Et comme il ne veut pas qu'on lui chope, qu'on lui chipe son record pour traverser la Manche, eh bien, il va partir quand même à bord de cet avion. Il souffre. Et ce pilote est un pilote handicapé. Et Dorine Bourneton étant handicapée, il y a un lien qui est juste et qui va bien. Et donc, on s'aperçoit que le handicap n'est pas forcément très visible, mais il peut exister quand même. Mais il n'empêche que même handicapé, on peut continuer à voler. D'entendre la voix de Dorine, ouais, ça c'est génial aussi. Voilà, c'est agréable. Voilà. Et puis d'avoir Catherine Monery qui vient également, parce qu'on me demande de féminiser un petit peu les voix, et je dis à Catherine, écoute, viens avec moi. Et puis sur Nicolas Ivanov, eh bien, comme vous volez ensemble et que vous avez l'habitude de vous connaître, eh bien, on va parler de lui. Et donc, on s'est mis à parler de lui et aussi d'avoir dans les yeux de Catherine le bonheur de pouvoir justement parler de quelqu'un qu'elle estime et avec lequel elle fait des choses rigolotes, quoi. Voilà. D'accord. Mais des souvenirs merveilleux, j'en ai des milliers de photos parce qu'on immortalise aussi et puis des souvenirs. Les souvenirs du reste, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a tellement de gens qui me disent « Pierre, il faut que tu écrives ». Je crois que ça va se terminer par un bouquin. Après, les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est bien toujours ce qu'on dit. Alors, on a un type qui s'appelle Jean-Gabriel Charrier, qui a été un gars que j'ai connu tout petit, que j'emmenais en bijave, en planeur, et avec qui je faisais des renversements et des cloches. Strictement interdit, mais on arrivait à les faire. Et donc, on faisait de la voltige aérienne en planeur. J'avais 16 ans, 16 ans, lui, il en avait 14 ou 13. Et donc, aujourd'hui, il est devenu pilote de ligne. Et il a eu la riche idée de dire, tous les gars de l'aéroclub de Rennes qui ont tous fait une carrière aéronautique, eh bien, chacun, vous allez écrire 4 pages, plus une page sur vous-même, mais 4 pages sur une aventure que vous avez vécue. Et c'est comme ça qu'à 43 mains, le livre a été écrit. Incroyable. C'est un bon truc. Ouais, Qui a participé du coup. Oui, forcément. Et donc le thème, c'était commentaires, quoi, les commentateurs. Évidemment. Ouais. D'accord. Quelle vie. Il y a Lolo Radar qui demande, est-ce que ça arrive? Alors,
par exemple sur le Bourget ou en meeting aérien, d'avoir un petit peu comme les acteurs, des fous rires au micro? Alors, des fous rires au micro, non, on n'a pas de fous rires parce qu'on est vraiment hyper concentré. On est vraiment hyper concentré parce que c'est à la seconde près que nos propos sont mis. La musique va se coller sur une figure de l'avion. La musique va se caler, mais parce qu'on a un gars aussi qui s'occupe de la musique qui est extraordinaire, qui a eu un Grammy Award et qui est un type fantastique et qui lui joue avec les musiques, il met même des fois ses propres musiques et il les met sur les démonstrations qui vont être faites et on cale à la seconde près. Et quand on a la musique qui et ça repart et qu'on voit l'avion qui remonte pleine puissance et notre propos qui reprend au moment où l'avion rentre juste dans l'axe de la piste et ping, ça tombe. Oui, on est vraiment concentré. Donc, on est satisfait. Il y a même des moments où lorsque l'avion est posé, on dit yes, on a réussi, on a fait le bon job. Ça, c'est. Mais non, jamais de fou rire. Jamais. Donc, il faut être un petit peu chef d'orchestre aussi. C'est ça, c'est une orchestration, absolument. Complète. Et c'est justement notre musicien qui nous lance les tops. Ouais. Et parce qu'on a calé avec lui avant, et donc c'est lui qui nous lance les tops, et on a même un script maintenant avec une vidéo qui est une poursuite, qui suit les avions, et puis on a également des réalisateurs qui sont là et qui vont mettre sur les écrans tous les paramètres des avions, les caractéristiques des pilotes, etc. C'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble. Ouais. Et donc tout ça, c'est de la préparation longtemps à l'avance, quoi. Ouais. Ah, c'est incroyable. Non, c'est vraiment un travail et de journaliste et en même temps de réalisateur. Il y a un peu de tout. En fait, on est un peu multimain, quoi. Mais on a vraiment des gens professionnels autour de nous. On n'est pas seul. On a une équipe. On a toute une équipe avec nous. Et petite question annexe. Avant le salon, pour pouvoir parler des avions, forcément, il faut aller les voir de près, à l'intérieur. Ça t'arrive de faire des vols avec les équipes pour pouvoir mieux apprécier ce que tu vas commenter derrière ? Par exemple, Hugues van der Stichel, qui est le pilote d'essai de chez Airbus, et qui un jour m'appelle, il était sur la route, il rentrait de balade, et il était sur la route et il m'appelle, il me dit « Pierre, je convoie demain un Airbus A380, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Écoute, je dis « Ok, bingo, je viens ». Et donc, le fait d'être allé dans cet avion et de l'avoir convoyé, eh bien, il a fait au décollage ce qu'il fait au Salon du Bourget. Oui, d'accord. Forcément, on est à l'intérieur et on vit de l'intérieur ce que l'on va commenter. Donc, ça nous parle. Et donc, cet avion, on le connaît, cet avion, on le vit. Chez Dassault, Stéphane nous reçoit toujours avec beaucoup de gentillesse. Et puis, comment dire, on va dans les avions, on les découvre, on en parle mieux aussi. Parce que justement, on les connaît bien, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as un avion que tu apprécies particulièrement, avec lequel tu as le plus de plaisir peut-être que les autres à présenter ? Alors, tous les avions, je les adore tous, sans exception, vraiment. Ah ouais. Chaque avion a sa personnalité, chaque avion a sa vie, on va pas dire que c'est un humain, mais en fait, c'est ce tas de tôle qui est bien orchestré, qui a été bien, à qui on a donné une allure extraordinaire, eh bien, ça ne devient plus de la tôle, ça ne devient plus de la toile, ça ne devient plus du bois, ça ne devient plus un moteur, ça devient vraiment quelque chose de vivant. Et ce quelque chose de vivant, ce sont des milliers de mains et des dizaines de cerveaux, voire même des centaines de cerveaux, peut-être même des milliers, qui ont imaginé, façonné, dessiné, usiné, réparé, arrangé, et ils ont fait que cet avion va voler. En fait, cet avion, c'est la représentation de milliers de personnes qui, dans l'anonymat le plus complet, font un avion qui va transporter des humains, qui eux-mêmes, dans le même anonymat, vont aller d'un point A au point B de la planète pour aller rencontrer des amis, pour aller pour un deuil, pour aller pour une naissance, pour aller pour un mariage, pour aller pour du business, pour aller pour se rencontrer pour mieux s'apprécier pour moins se taper sur la tête. Et donc, préserver la paix. Et donc, cet avion, en fait, quel qu'il soit, et peu importe la forme qu'il a, il a la valeur d'être et d'exister.
Je pense aux avions hybrides qui ont été présentés au Salon du Bourget où le gars, ils ont pris un push-pull, ils ont enlevé les moteurs et ils ont mis un moteur à l'arrière qui va fonctionner et qui va faire alimenter un ensemble électrique qui va alimenter également des moteurs électriques sur les ailes. Enfin, faut inventer ce genre de choses. Faut être gonflé quand même. Et puis ce garçon qui vient avec son planeur et il a mis sur son planeur des panneaux solaires, mais il les a pas mis comme ça. Il a lui-même fabriqué les ailes parce que aucune aile ne pouvait recevoir des panneaux solaires si elle ne pouvait pas être incrustée dedans. Et donc il a mis tout son argent sur la table. Il a fabriqué ses ailes avec des panneaux solaires qui sont sur ses ailes, sachant que les panneaux solaires vont donner de la chaleur à l'intérieur de l'aile et vont la déformer. Et donc, il faut mettre une ventilation. Et ce jeune ingénieur, il a fabriqué un engin qui fait qu'aujourd'hui, il vole par ses propres moyens, c'est-à-dire qu'il décolle avec un moteur qui se trouve dans le nez de son planeur. Ensuite, il fait des vols et il revient. Et depuis l'origine de ce planeur, qui maintenant a plus de 3 ans, il n'a jamais rechargé la batterie. Elle s'est rechargée toute seule. Donc on a affaire à des gens qui, la première année au Salon du Bourget, nous présentent cette machine. On en parle dans la technologie. On en parle également de la manière dont c'est venu. Et puis la deuxième fois où il est revenu, là on dit maintenant, ça fait 3 ans que ça marche. Les sponsors, intéressez-vous à ce garçon. Des industriels, intéressez-vous, parce qu'il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Et d'un côté, on protège la planète, de l'autre côté, on améliore également les moyens de se déplacer, parce que le train, la voiture, la moto, le vélo, tous les moyens de transport, le bateau, tous les moyens de transport vont récupérer toutes ces inventions, tous ces R&D qui ont permis à l'aviation d'être chaque année la moins gourmande possible, chaque année, mais vraiment à chaque salon du Bourget, je vois les chiffres, hein, ils sont réels. C'est incroyable. Il y a des gains et des économies qui viennent de tous les côtés, par des motoristes, par des gens qui dessinent des avions, par des gens également qui mettent des peintures qui vont être beaucoup plus fluides pour entrer dans les molécules d'air, et donc qui font que chaque année, on trouve une idée pour économiser encore plus de pétrole. Et ça aide la voiture, ça aide le camion, ça aide les camions qui transportent tout un tas de choses, les bateaux qui transportent tout un tas de choses venant des 4 coins du monde. Les bateaux, là, j'habite à Saint-Malo et il y a un Grain de Sel. Et Grain de Sel, c'est un bateau qui a une motorisation, mais ils ont des voiles. Et avec les voiles, ils traversent l'Atlantique et ils ramènent du rhum de la Martinique. Voilà. Et ces voiles, je me souviens que quand j'étais gamin au BIA, j'avais 13 ans, je vois un type arriver dans le BIA, nous demander comment était fabriquée une aile. Alors l'instructeur qui était devant nous lui a expliqué comment était fabriquée l'aile. Et quelques temps plus tard, j'ai vu un mât de bateau ressembler à une aile. Voilà, on avait utilisé l'aviation au service du bateau. Il y a les bateaux à voilure tournante aussi aujourd'hui. Hein. Pardon ? Il y a les fameux bateaux avec des voilures tournantes qui vont capturer le vent pour aider la traction. Tout ça, ça vient de l'aéro, il faut le dire. Hein. Exactement, tout à fait. Le HUD, le Head-Up Display, le système que nous avons dans les Mercedes, ou enfin, je ne vais pas citer les noms des voitures, sinon je vais être Mercedes, Peugeot, Citroën, voilà, Volkswagen, voilà, tout le monde est content. Et bien, la lecture en vision tête haute pour voir la route et en même temps avoir les paramètres, la vitesse de notre voiture et les kilomètres qui défilent, bien ça vient de l'aviation qui existe depuis longtemps. Les freins qui ne bloque plus maintenant. On peut piler en voiture, on va avoir le maximum de freinage sans bloquer les roues et donc d'avoir le maximum de réactivité de la voiture. Ça s'appelle l'ABS. Mais dans l'aviation, ça s'appelle l'anti-skid. Et l'anti-skid, ça existe depuis fort longtemps. Et la voiture l'a récupéré au service de la sécurité, justement. Voilà. Mais on pourrait, à loisir, passer tout un tas de détails, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis on pourrait en parler des heures. Hein. Ça, oui, tout à fait. Et puis il y a un monsieur également, je voudrais profiter du micro, il y a un monsieur également que je voudrais saluer, qui est très important dans ma vie, il s'appelle Michel Polacco. Ah. Et Michel Polacco, c'est un garçon qui aussi a du talent, hein, qui a été commentateur. Hein. Et Michel Polacco, c'est un gars qui sait découvrir les talents et les mettre au bon endroit. Ça aussi, c'est... Ouais. On le salue, on l'a régulièrement, notre ami Michel, sur la zone aéro. Quelqu'un d'extraordinaire, ouais. Il est 20h,
50 UTC, 51 même UTC. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission, de poser vos questions, comme Philémon l'a fait pour Pierre. On a encore quelques-unes. Donc on tourne la page du générique et on se retrouve tout de suite. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La zone aéro de ce 12 novembre avec Pierre Buffet qui est avec nous, la voix du Salon du Bourget, une des voix des meetings aériens en France. Donc ensemble depuis le début de l'émission. Cette question de Philémon, il n'y avait pas besoin d'accréditation de la fédération, contrairement au juge, pour accéder, on va dire, au meeting aérien en tant que commentateur. Est-ce que c'est une activité qui est reconnue au niveau de la Fédé ? Pas du tout, absolument pas. J'ai été le commentateur également de la Fédération française aéronautique et c'est là où on a découvert Kevin Dupuche également, qui est un commentateur extraordinaire, qui en est le président du reste de cette fédération aéronautique, qui est pilote de ligne, lui aussi de des talents multiples. Et il n'y a aucune reconnaissance en fait. Il y a simplement un nom que l'on se fait. Et c'est au fur et à mesure des meetings aériens où là, les organisateurs recherchent des gens qui ont un talent. Des noms circulent et bien sûr on va du reste écoutez, on va vous le faire en primeur, voilà, parce que vous le méritez. On a décidé de créer une association des commentateurs de l'aéronautique et il y a Jean-François Bourguin qui est un monsieur qui commente au nom de l'armée de l'air et de l'espace, mais qui commente également dans les meetings aériens, qui est mécanicien de l'armée de l'air et de l'espace et qui est également instructeur ULM. Vous voyez, on revient, commentateur et instructeur, il y a un lien. Et là, on va justement avoir un point de contact et ce point de contact va faire que les organisateurs pourront nous appeler et nous, on aura un panel de gens en fait à proposer, ce qui fait qu'il y aura une meilleure visibilité plutôt que d'avoir des organisateurs qui ne savent pas à qui s'adresser, où s'adresser. Eh bien, c'est aussi simple d'avoir une entité qui va rayonner et qui va avoir un carnet d'adresses. Nous, on n'est pas pour mettre X ou Y plus que l'un, plus que l'autre. Il y a des gens qui sont déjà pris. Là, par exemple, je suis pris pour 5 meetings déjà en 2026 et un autre en 2027. Donc, on a des réservations au fur et à mesure de notre notoriété. Mais la notoriété ne doit pas exclure toutes les personnes qui ont envie de le faire. Simplement, il faut que l'organisateur sache qu'il va avoir quelqu'un qui va lui apporter quelque chose et qui va être dans ce qu'il attend. Nombre d'organisateurs que j'ai eus et qui m'ont dit, écoute Pierre, je pense à Servolix, où l'organisateur m'a dit, mais c'est exactement ça que je voulais. C'était que tu parles à Madame Michu et que tu lui expliques des trucs simples. Et je ne voulais pas un pilote qui dise, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. On s'en fout de ce qu'il a fait. Ce qui nous intéresse, c'est pas non plus de valoriser à outrance la personne qui se trouve dans l'avion devant. C'est de ramener juste à la juste mesure que le type qui est dans l'avion devant, il a des milliers d'heures de vol parce que c'est un gars qui a du talent, parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je pense à l'EVA, par exemple, le type de voltige de l'armée de l'air nous époustoufle à chaque fois. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des civils dans leurs avions qui font de la voltige aérienne et qui nous scotchent. Et donc, c'est bien d'expliquer au public le lien, justement, et la difficulté que la personne a pu avoir pour accéder à ce talent, pour accéder à cette réussite. Et ce qu'ils voient devant eux aujourd'hui, c'est pas anodin, quoi. C'est un spectacle aérien vraiment de grand talent. Donc c'est là où on est ce lien, on est cette passerelle. Voilà. Et donc c'est là où on va créer quelque chose. Alors on va le présenter à la Fédération du spectacle aérien qui aura lieu au mois de novembre et qui réunit à peu près 150-160 organisateurs ou personnes qui travaillent dans le domaine du meeting aérien et donc qui vont se réunir parce que chaque année auprès de la DGAC il y a aussi une réglementation qu'on essaie de maîtriser. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un peu, on va dire, ça rejoint, les contre-thèses de certaines municipalités, on va dire, qui ont dit il faut que les enfants arrêtent de rêver avec l'aviation et de dire non, au contraire, regardez, c'est accessible, c'est possible pour vous.
Alors, non seulement, alors là, la personne qui a fait cela, et donc c'était la maire de Poitiers, on la connaît, peu importe, je n'ai rien, je n'ai aucune animosité envers cette dame. Simplement, c'était pas bien ce qu'elle a dit. Parce qu'on l'a vu après la Covid, où tout le monde s'est dit que l'aviation ne volerait plus. On est quand même passé avant Covid de 3,5 milliards de passagers à 4,5 milliards de passagers transportés. Ce qui est énorme. On est arrivé également à une année en 2024 où il y a eu 4,5 milliards de passagers transportés, 0 accident. Aucun autre moyen de transport peut le faire. Et donc forcément, plutôt que d'aller contre un système, il faut aller avec le système et il faut chercher à l'améliorer. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des moyens d'être de plus en plus vertueux sur notre planète et de rendre cette vertuosité à l'ensemble des pays, parce qu'il ne s'agit pas que ça reste au niveau de la France. Et bien cette aviation, justement, elle va transmettre aux autres pays la manière de voler moins énergivore, de voler mieux, d'être beaucoup plus respectueux de la planète. Et quand on explique au public que les terrains d'aviation sont les seuls endroits en France ou au monde où il n'y a aucun pesticide, il ne peut pas y en avoir. Et donc forcément, si aujourd'hui on regarde des petites fleurs qui n'existent plus sur la planète, eh bien là, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que ces petites fleurs existent encore sur les terrains d'aviation en France, et donc elles sont protégées. Voilà, donc on découvre une biodiversité extraordinaire, et c'est peut-être ce qui fait que cette aviation, il ne faut pas lui taper dessus, il faut lui donner ce qui lui revient, mais pas au-delà. Et à partir de là, ce qui lui revient, c'est aussi le côté vertueux qui va devenir international grâce au vecteur qu'est l'aviation. Si on est dans notre coin à éteindre nos lumières, oui, c'est parfait, mais les autres pays ne le feront pas. Si par contre on se pose sur un autre pays et qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins besoin de carburant, là oui, ça va intéresser les autres pays. C'est un beau message d'espoir, Pierre, merci. Oui. L'aviation n'a été qu'un moyen de communication, et Saint-Exupéry, pour le citer, puisqu'on le cite toujours, mais il disait c'est un outil au service des hommes. Et c'est vrai que cet avion, comme je vous disais tout à l'heure, a toutes les formes du monde. Elles sont belles, toutes, de la manière. Et j'ai eu le plaisir de piloter les cri-cri, de piloter du pouls du ciel, de piloter des gros avions ou des petits avions. J'ai toujours pris un grand plaisir, et chaque avion a ses personnalités, et avec ça, on est obligé de faire avec. Eh bien, les personnalités sur notre terre, elles sont toutes différentes. Cette dame de Poitiers, elle a la sienne, j'ai la mienne. Mais faisons que l'un et l'autre, nous nous retrouvions pour justement aller écouter l'autre, s'y intéresser et vivre ensemble. Voilà, c'est le but. Et c'est ça l'aviation. Moi, j'ai cette petite question à l'amateur d'aviation que tu es et qui suit aussi la technologie, les avancées technologiques. Tu parlais de la partie énergivore de l'aviation. Pour toi, quelle est l'aviation de demain? Comment est-ce que tu vois le développement de l'aviation dans 10 ans, peut-être un peu plus loin, avec pilote, sans pilote? Comment est-ce que tu vois les choses? Alors, moi, je ne vois pas les choses. Je n'ai pas la boule de cristal. J'écoute. Et quand j'écoute, en fait, ce qui se fait, je m'aperçois, on en a parlé tout à l'heure de cet avion qui était le push-pull. Et donc, cet avion qui a une promesse, c'était d'être sur des courts courriers, de transporter 8-10 personnes et de faire qu'avec rien, aucune émission d'ozone, de carbone, on pouvait relier des terrains d'aviation les uns aux autres, c'est-à-dire sur 200-300 km, et donc de devenir vertueux. C'est le planeur qui est vertueux avec ses panneaux solaires, mais ce sont aussi des avions comme Aura Aero qui fabriquent des avions avec des moteurs électriques et qui vont faire de la voltige aérienne avec. Et puis ce sont d'autres entreprises également qui essayent d'évoluer avec des moteurs entièrement électriques, et puis on essaye différents additifs ou différents carburants. Ces carburants aujourd'hui qui sont on remet le carburant qu'on a jeté dans l'atmosphère, en fait on le récupère et on le remet dans les avions. Et ça, oui, c'est encore une nouvelle chose. Et ce qui fait que le SAF, le fameux SAF, eh bien cela, c'est ce qui va alimenter les avions de ligne demain. Mais aussi, on invente, et on est en train d'inventer des moteurs qui sont à hélice, à moteur électrique au décollage, pour ne pas être bruyant. Et puis au cours du vol, on va passer peut-être avec des moteurs thermiques et à l'arrivée, revenir avec nos moteurs électriques, ou l'inverse, parce que ça peut être l'inverse qui peut être fait aussi. On parle de nucléaire aussi, et ça paraît complètement,
Qui aurait pensé, il y a encore 100 ans, qu'on aurait mis des matériels nucléaires à bord de sous-marins, à bord de bateaux? Personne. Donc forcément, rien n'est fermé. Et c'est ce qui fait justement l'extraordinaire de se dire que demain, il y a plein de choses qui peuvent être inventées, où là, on pensait que la miniaturisation n'existait pas. Eh bien, on s'aperçoit que nos téléphones, qui étaient des véritables tromblons il y a encore 50-60 ans, aujourd'hui, on a des ordinateurs dans lesquels on fait des photos et avec lesquels on peut communiquer et avec lesquels on se voit, comme là, sur l'instant. Donc, et qui dit que demain, ce ne sera pas possible tout ça? Voilà, je pense que l'avenir est fait par les jeunes, et c'est pour ça que les jeunes, il faut faut pas qu'ils se ferment les portes et qu'ils se disent que le lendemain est possible et qu'il y a encore des aventures extraordinaires à vivre. Voilà. C'est marrant parce que justement, cette anecdote que tu racontes me fait penser au module Apollo, où on disait qu'aujourd'hui un téléphone, c'est 10 000 fois plus performant que le calculateur qu'il y avait à l'époque sur Apollo pour aller sur la Lune. C'est démentiel. Hein. Quand on va à Cap Canaveral et qu'on visite et qu'on voit justement la capsule Apollo, on se dit, mais attends, dans mon planeur, j'ai bien plus d'instruments quelque part. C'est incroyable, l'exiguïté. Là, Thomas Pesquet, aujourd'hui, j'ai lu son livre et il est fabuleux. Pareil, il nous explique des choses qui font qu'on va trouver des nouveaux matériaux, on va trouver des nouveaux assemblages de molécules parce qu'on est en apesanteur et donc on n'a pas du tout la même association de molécules, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des nouveaux médicaments, des nouveaux matériaux et qui sait que ces matériaux ne permettront pas d'aller plus loin. On parle du futurisme avec la désintégration de notre corps pour se retrouver à des milliers de kilomètres dans le côté instantané. Aujourd'hui, c'est peut-être futuriste, ça fait rire beaucoup de gens. Mais qui dit que dans 200 ans, ce ne sera pas possible? Moi, je reste persuadé que celui il y a 150 ans, 200 ans, il ne pensait pas qu'on aurait emmené des gens à 2500 km/h dans un engin qui s'appelle le Concorde. C'est exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure, 63 ans entre le premier vol et le Concorde, 63 ans. Exactement, et quand on regarde les carnets de vol des gars en 1912, quand on voit les carnets de vol, c'est 1 minute de vol, et ça se termine par pylône. C'est 1 minute 30, casse-moteur. On est dans le balbutiement. 70 ans après, on va se poser sur la Lune. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. L'avion, tu posais la question là tout à l'heure de cet avion sans pilote. Mais je crois qu'Airbus est en train d'y penser justement à l'avion sans pilote. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on monte dans un Val de manière très simple. On n'a pas peur. Tout le monde monte dans le train, dans le Val, dans le métro qui actuellement est en train de perdre tous ses chauffeurs. Et on va avoir des engins qui seront entièrement automatisés. Mais les gens parmi... Ah, petite coupure. Trop de débit. On va retrouver Pierre. On va le retrouver dans un instant, je suppose. Oui, ça a coupé. C'est peut-être le téléphone qui s'est déconnecté, si ça se trouve. Voilà. Je crois qu'il revient. Alors, on va profiter le temps que Pierre revienne, juste pour vous parler du planning. Comme ça, c'est fait. Et on retrouvera Pierre juste après pour le mot de la fin avec nous. Juste pour vous présenter le programme donc, de la semaine prochaine, on va parler aviation cargo avec Jason Lutz. Il est pilote donc sur Boeing 777 Cargo en Allemagne. Il viendra nous parler de son quotidien et de ce que c'est que le rôle et les fonctions d'un pilote d'aviation cargo, parler du fret, des contraintes, parce que souvent ça se fait la nuit. Donc vous pourrez poser toutes vos questions à Jason Lutz. C'est la semaine prochaine dans la zone aéro à 20h30. Ça devrait être assez intéressant de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis, on se donnera aussi rendez-vous fin du mois, ce sera le 26 décembre à 20h30 avec Emmanuel qui sera avec nous. C'est une solution, une toute nouvelle solution française, Cocorico, ça s'appelle Aerobot et c'est orienté e-learning, le e-learning au service de la formation, plus exactement du PPL, puisqu'Aerobot sera une solution qui permettra aux jeunes pilotes, jeunes ou moins jeunes, de continuer à développer leurs connaissances et leurs compétences en vue de passer leur brevet théorique. Et donc Emmanuel viendra nous en parler dans l'émission le 26 novembre à 20h30, c'est Aerobot
qui nous présentera justement cette solution. Et ce sera juste avant de vous parler de la grande school de la zone aéro, vous le savez. Alors là, il y a déjà quasiment une vingtaine de personnes qui sont inscrites, donc on va la lancer. Le démarrage, il est assuré, c'est Cynthia qui devrait se charger de tout ça. Vous avez quand même la possibilité de vous inscrire, c'est jusqu'à dimanche. Dimanche prochain, là, c'est terminé. Mais on vous propose de suivre avec nous le brevet théorique de le PPL ou le LAPL, tous les modules théoriques présentés en direct, ce sera une première. Donc vous pourrez suivre ça en direct, mais surtout, si vous êtes inscrit, vous pourrez venir poser vos questions et participer en live aux cours qui seront donnés par différents instructeurs de la zone aéro, pour la zone aéro, pour la Ground School, et vous proposer de passer un brevet blanc, on va dire, aux alentours de l'été pour vérifier un petit peu l'étendue de vos connaissances et pourquoi pas ensuite vous inscrire pour passer le brevet de pilote. Voilà, c'est gratuit, on vous met le pied à l'étrier, vous n'avez plus qu'à vous inscrire et à suivre. Donc n'hésitez pas. Opportunité à saisir. Exactement. Et d'ailleurs, le lien est dans le chat. Si vous voulez, d'ici le week-end, vous inscrire, vous allez également sur le site lazoneaero.fr. Vous allez en haut à droite la Ground School et vous avez également le lien qui va vous permettre de remplir le formulaire et de vous inscrire. Il doit rester encore quelques places, 3-4 places pour arriver aux 20 personnes et ensuite évidemment ce sera terminé et on lancera le premier cours qui sera une petite présentation avant de terminer tout ça. Voilà pour le programme de la zone aéro pour les semaines à venir et on a normalement retrouvé Pierre qu'on va retrouver tout de suite. Logiquement ça devrait s'afficher, enfin j'espère. Hop, là ça s'est déconnecté. C'est pas très stable, hein, sa connexion, ouais. On l'a perdu à nouveau. Ouais, c'est ça. Ok. Ah si, c'est bon, ça revient. Alors on va voir, on va faire encore un petit essai. Est-ce qu'on a récupéré Pierre ou pas? En attendant, si vous avez quelques questions d'ici que Pierre revienne, n'hésitez pas à les poser dans le chat, évidemment. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui ont posé des questions. Et je pense que l'échange de ce soir était fort intéressant, Mathieu. On a eu affaire à un vrai passionné, ouais. à une vraie personne convaincue, et c'est beau, ça fait du bien. Un vrai altruisme, hein. On voit que Pierre, il est là vraiment pour partager des choses. Comme il dit, il n'est pas là pour se mettre en avant, mais il est là pour partager. C'est ce trait d'union entre ce qu'on voit dans le ciel et puis l'explication, quoi. C'est vraiment un moyen de comprendre qui nous donne là, qui nous a donné pendant tous ces meetings et qui continue à nous donner. Hein. Et puis ça y est, le voilà. Ouais. Alors, est-ce que c'est revenu? Est-ce que ça fonctionne? Je vois que c'est en train de tourner, donc peut-être qu'on va le récupérer dans un instant. Il y a Lolo Radar qui dit c'était topissime. Donc voilà, on ne peut pas exiger mieux, on va dire. Merci beaucoup Pierre, c'était passionnant ce soir et bon courage avec le voilier. Petite pique humoristique de Philémon. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à envoyer des petits remerciements dans le chat, on les fera suivre bien évidemment. Vous avez les points de chaîne qui vous permettent de le faire. Juste avant de retrouver Pierre, j'avais aussi quelques petites choses à vous dire. Oui, les replays, parce que les replays, on n'en parle pas assez. Vous avez 2 replays qui sont visibles donc sur la chaîne YouTube de la zone aéro. Vous avez la bonne émission qu'on avait faite avec les demoiselles Sarah, Ariane et Julie. Elle est en ligne, on parlait des premiers lâchers solo. Donc c'était avec Mathieu et Nicolas. Et puis, il y a également la dernière émission qui est celle avec Donia, où on a parlé navigabilité. Et donc ça, c'était super intéressant aussi. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Pierre? Est-ce que Pierre nous entend? Oui, non. J'ai l'impression que ce sont des va-et-vient, mais... Ouais, ça se connecte, ça se coupe. En tout cas, ça a tenu quasiment pendant toute l'émission, donc ça, c'est top. Ouais, on a eu le plus important. Bon, on aurait aimé le remercier en direct quand même. Oui, ouais. Bon. Mais bon. Ça me paraît assez mal barré. Mais on a encore quelques secondes pour y croire. Ouais, non, apparemment, je crois qu'il essaie de rappeler de l'autre côté, ça ne doit plus fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va s'arrêter là. On va transmettre à Pierre toutes vos amitiés,
on va dire. Hein. Merci à lui, merci à Pierre qui me fait penser à un ancien commentateur du Bourget avec qui j'ai passé de bonnes soirées. C'est Free Flight qui le dit. Finger Gold, merci Pierre, c'était super intéressant. C'était vraiment pas mal avec le téléphone, oui. Alors on a fait avec les moyens du bord, mais c'est bien passé, c'est tant mieux. Donc un grand merci à Pierre d'avoir partagé cet instant de plaisir aérien avec nous. C'était vraiment très plaisant. Et je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver dans 14 jours sur la chaîne YouTube. Et pourquoi pas retrouver une nouvelle fois Pierre. Voilà, c'était vraiment pas mal, même s'il ne nous entend pas, peut-être qu'il nous entend. Ah si, ça y est, regardez, il est revenu. Il va être là pour le mot de la fin. Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça marche ou pas? Ah bah non, c'est reparti. Je crois que c'était une brève apparition. Ouais. Ça, bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. On l'a quand même eu pendant 1 heure et c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà pas mal. Merci en tout cas à toutes et tous. Le rappeler des replays, c'est fait. Les réseaux sociaux, il y a Julot qui vient de les poster sur le chat, Facebook, Instagram, Patreon, YouTube. Vous avez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Le Discord pour continuer l'interactivité, l'interaction, la discussion entre tous les membres, c'est sur Discord de la zone aéro. Vous avez les podcasts en audio pour pouvoir nous rejoindre et les suivre. Vous avez les boutiques, vous avez les pages Patreon pour nous soutenir. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. On compte sur vous pour continuer de nous aider à produire cette émission si elle vous plaît. Bien sûr, pensez-y avec vos petites participations et tout ça est réinvesti. On se met Mathieu, on se met pas ça dans la poche pour partir aux Bahamas, c'est faux. Donc, non. même si le décor derrière moi peut le laisser passer, mais non, j'avoue, c'est pas le même. Allez, je vous le donne, c'est un trucage. C'est un trucage. Oui, et puis la boutique aussi, Julot. Merci Julot. La boutique qui vous permet de récupérer tout un tas de goodies, comme le beau polo de Mathieu. Moi, je fais pas honneur aujourd'hui, j'ai oublié. Donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Et dans un instant, un raid. Où est-ce qu'on va? Je sais pas, j'ai pas pu voir encore. Je vais regarder vite fait qui est-ce qui stream. Peut-être. Oh, il y a Dreamercaster, il y a Jérémy. Eh ben, on va aller chez Jérémy. Restez bien connectés. Ça fait un moment que Jérémy il a pas streamé. Donc je compte sur vous. C'est un des gros soutiens de la zone aéro, Jérémy. Dreamercaster. On bascule chez lui. Vous lui faites un gros coucou et des grosses bises. Vous envoyez les petits pictos dans le chat de Jérémy de Dreamercaster. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Merci Mathieu. Merci encore une fois à Pierre. À bientôt tout le monde. Passez une bonne soirée et puis rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. Bon pied, bon œil. Fly safe pour ceux qui volent. À la semaine prochaine, les amis. Ciao. Ciao. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission.